Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui avec Monsieur Hubert Kiabas qui se présente pour les élections législatives 2022 avec son suppléant Monsieur Kensi Jacobson. Donc déjà, on va se présenter. Vous connaissez déjà le principe de l'émission, c'est qu'on va développer sur 3 thèmes. En premier, les soignants suspendus. En deuxième, les grands frères. Et en troisième partie, le programme de M. Kiaba. Bonjour, M. Kiaba. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue effectivement à la Boucan. Ici, c'est un endroit où nous savons pas mal de personnes qui avaient l'amour de la Guadeloupe. Ces personnes ont pris naissance ici. Et notamment, là où nous nous trouvons en ce moment, c'est un lieu où monsieur Malo, avant d'être maire de Bouillante, il a été enseignant ici. Et c'est avec plaisir que, après ces grandes personnes, après ces grands noms, que je me retrouve ici. Voilà, donc bienvenue. Première partie, justement, on va parler des suspendus. Donc, il y a plusieurs soignants, personnels qui sont suspendus depuis le 15 juillet. Donc, est-ce que vous êtes contre l'obligation vaccinale, pour l'obligation vaccinale? Est-ce que vous êtes déjà allé les voir? Quel est votre ressenti face à ça? Alors, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, mais je dirais avant l'obligation vaccinale, la crise sanitaire que nous avons vécue pendant un moment. Je pense que tout un chacun, la Guadeloupe a été dépassée, mais comme le gouvernement a été dépassé, je sais que la population a énormément souffert parce que nous n'avons pas eu une rationalité dans les actions véritablement et dans les communications du gouvernement. À un certain moment, on parlait de l'inefficacité des masques. On a aussi parlé de mettre des gants. Donc, il y avait des gens qui se promenaient avec des gants. Après, on a enlevé les masques et après, on est revenu à nous dire que attention, ce sont les masques. Donc, et suite à cela, nous avons entendu pas mal de décisions qui ont été prises. Et à un certain moment, on a eu l'impression que des décisions étaient prises en fonction du lieu où habitaient certains. Parce qu'on constate que des décisions prises à Paris, par exemple, ne sont pas les mêmes décisions qui ont été prises ici. Alors, si je peux comprendre la difficulté de cerner ce problème-là, je dis que lorsqu'on prétend être président, mais être haut fonctionnaire, on doit anticiper sur ces genres de situation et il n'est pas normal que la population se retrouve trimballée à droite et à gauche. Maintenant, dans la continuité, dans la stratégie de cette gouvernement, ils ont estimé qu'il fallait que tout le monde se vaccine. Alors moi, j'ai certes été étonné, d'autant plus qu'avant ces décisions, le président avait dit à la télé, la main sur le cœur, que moi, jamais je n'imposerai effectivement à ce que la population se vaccine. Encore une fois, on a constaté qu'il a renié un peu sa parole. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes que nous applaudissons, ces mêmes personnes qui étaient au fond, qui étaient en premier lieu concernant cette crise-là, ce sont ces mêmes personnes que le gouvernement a décidé de sanctionner. Nous disons que c'est pas normal, c'est pas rationnel, d'autant plus que, certes, nous estimons que nous vivons dans une société, il y a effectivement des devoirs, il y a aussi des droits, mais on ne peut pas accepter ce qui se passe, d'autant plus que nous avons aussi des élus qui sont censés nous représenter, des élus qui sont censés parler un langage pour défendre la population. Il y a une désolidarité de ces élus et que nous ne comprenons pas. Donc aujourd'hui, on ne peut accepter cela parce que je dis que ça c'est un viol démocratique, c'est un viol social. Et incontestablement, je pense qu'on ne peut pas je pense qu'à tout un chacun, toute personne qui se respecte, ne peut pas dire qu'on partage ce qui se passe à l'entrée effectivement du centre hospitalier. Donc en ce qui concerne cette mobilisation en elle-même, j'y ai été, je porte ma contribution à ces personnels soignants et je dis que
j'ai peut-être une vision qui n'est pas peut-être la vision du syndicat, parce que moi j'estime que un conseil d'administration du CHU est présidé par un président, hein, il y a un président au conseil d'administration, et que par conséquent, ce président-là devant être mis devant ses responsabilités. On peut beau dire qu'il y a une corrélation entre la France et le CHU, je peux bien le comprendre, mais je dis que les soignants, ils ont des droits, ils ont signé des contrats de travail pour certains, ceux qui sont, ceux qui travaillent à leur compte, eh ben, ils ont des conventions, ils ont des exigences, des obligations. Et que par conséquent, dans ces obligations, lorsqu'ils ont signé, on n'a pas effectivement mis qu'ils devaient être vaccinés pour faire ce dont ils ont fait, ce qu'ils font. Aujourd'hui, je dis qu'après que ces personnes-là aient fait des 5 ans, 6 ans, 3 ans de travail au niveau des études, parce qu'on n'est pas infirmière qui veut. Donc, je dis qu'il n'est pas normal, qu'il est criminel de constater la décision qui a été prise au niveau du CHU. Merci. Donc vous avez assez bien développé votre point de vue sur le sujet. Premier thème, donc en deuxième sujet, on va passer maintenant à la situation des grands frères. 7 personnes qui sont emprisonnées depuis le 17 janvier, qui n'arrivaient pas encore jusqu'à quelques semaines, ils n'arrivaient pas à voir leur famille. Donc ils ont été déportés pour beaucoup, plus de la moitié sont un peu exilés aux 4 coins de la France. Donc vous, en tant que Guadeloupéen, on sait que M. Kiaba, effectivement, est aussi dans le militantisme. Hein. On vous a vu dans certaines vidéos sur la République démocratique de Sainte-Rose. Donc effectivement, je pense que c'est des jeunes peut-être que vous avez dû rencontrer déjà au préalable. Donc est-ce que vous avez mené des actions aussi pour qu'ils soient libérés en tant que Guadeloupéens déjà? Et qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu demain? Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre comme action pour leur libération? Dans le cadre véritablement dans la séparation des pouvoirs, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'en qualité de député, on va faire quelque chose. Par contre, on va chercher à comprendre. Aujourd'hui, c'est l'incompréhension au niveau de la population. On ne peut pas comprendre que des jeunes qui se sont battus, parce que j'ai eu l'occasion effectivement de les croiser, j'ai eu l'occasion d'envoyer des jeunes de l'Aboucan dans des rencontres avec la région, où la région, le département des députés voulaient véritablement, on assise dans ce mouvement, dans ces difficultés sociales. Ils ont fait appel aux grands frères. Je pense que les grands frères ne sont pas sortis sur la lune et ils ne sont pas venus et dire que voilà, nous avons la solution. Aujourd'hui, on les a sollicités, on a été les chercher et aujourd'hui, je suis un peu étonné qu'ils soient aussi seuls. Aujourd'hui, je dis que c'est sûr qu'on parle de séparation de pouvoir, c'est sûr qu'on parle d'enquête rogatoire, c'est sûr qu'on parle d'enquête administrative. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir parce que je n'arrive pas à comprendre. Si c'est parce que ces jeunes-là avaient des convictions, ils avaient l'amour pour la Guadeloupe, je dis que on ne doit pas accepter cela en silence. Malheureusement, l'enquête n'est pas arrivée à terme. Nous n'avons pas plus d'informations que cela. Mais en tout état de cause, nous savons que ces jeunes-là, ils n'étaient pas emmerdés avant leur prise de position. Et on peut nous dire ce qu'on veut, leur situation, les raisons qui ont fait qu'ils sont là en ce moment, c'est par rapport à leur prise de position et par rapport à ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, je dis que j'attends la suite de cette affaire et je serai effectivement bien attentif lorsque quelqu'un va daigner parler, le procureur, les avocats, ils auront effectivement connaissance les sujets, les raisons qui ont fait que ces jeunes sont encore là et ont fait autant de temps derrière les barreaux. Merci. Alors, on va profiter pour vous poser une autre question sur, effectivement, un annexe des grands frères, parce que vous allez vous occuper, effectivement, aussi en tant que troisième canton, aussi de Déhay. Donc on sait qu'aussi à Déhay, il y a aussi l'affaire Clodo qui va faire partie de votre circonscription. Est-ce que vous avez un avis à donner aussi sur cette affaire pour les familles, effectivement, endeuillées qui ne peuvent pas encore faire leur deuil suite à ça? J'ai peur de penser qu'à chaque fois qu'une affaire franchit le pas judiciaire,
que ce soit un enterrement en première classe. Et cela veut dire qu'un peu la mort de cette affaire. Aujourd'hui, dans l'affaire de Clodo, j'ai été parmi ceux et celles depuis les premiers moments qui se sont mobilisés. On a fait des marches, on a aussi donné cette affaire-là à des avocats pour un peu comprendre et connaître plus. Et j'ai eu à dénoncer, je ne dirais pas la passivité, mais à ce que, suite à cette affaire-là, que les gendarmes étaient toujours en fonction. Et je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été emmerdés, mais j'étais étonné quand même que quelques jours après, que ces gendarmes-là n'avaient pas été mis un peu à côté pour que l'enquête puisse suivre son cours. Donc ça a attiré mon attention. Et c'est sûr qu'on peut nous dire ce qu'on veut, que les vidéos peuvent être trafiquées, mais à travers ce que j'ai vu, à travers les informations que j'ai eues par rapport à la fuite des images de la caméra de la ville de Déhais, on voit bien qu'il y a une violence et on est effectivement persuadé, les enfants le disent tout le temps, que le décès de Clodo provient effectivement de cette violence-là. Maintenant, on attend, on dit que les enfants sont sereins, mais on n'a pas encore eu de décision et on ne verra pas comment et pourquoi d'ailleurs que ça tarde aussi longtemps pour qu'on puisse véritablement dire ce qui s'est passé. Donc nous sommes attentifs encore une fois et j'espère que enfin que la justice effectivement va suivre son cours et surtout que le droit effectivement va primer et la raison, on retrouvera la raison. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et très souvent, les grands-parents disaient toujours, pas occupé, mensonge qu'à descendre à l'ascenseur, mais la vérité toujours qu'à venir par l'escalier. Il prend temps, mais il vient quand même. Et j'y crois, je crois en l'homme, je crois quand même dans cette société, et je crois véritablement dans le peuple capable de se mobiliser pour demander des comptes. Et je pense qu'à un moment, nous allons effectivement nous mettre debout pour véritablement exiger des décisions, exiger véritablement des comptes par rapport à ces affaires qui ne sont jusqu'à maintenant, selon moi, pas élucidées. Merci d'avoir répondu à cette question supplémentaire. Donc, dernière partie, effectivement, on est en élection législative 2022 avec votre suppléant. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter effectivement votre programme et de savoir, justement, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ce canton, troisième canton qui englobe plusieurs communes du Nord Basse-Terre? Alors, je voudrais dans un premier temps, avant de parler de programme, expliquer véritablement que le député est là pour deux missions. Première mission, c'est de légiférer, de faire des propositions de loi, de poser des questions, de donner effectivement un avis sur les lois, sur les propositions, d'amender ou pas. Ça, c'est le premier travail qui est d'ordre législatif. Le deuxième travail du député, c'est contrôler l'action du gouvernement, contrôler ce que fait le gouvernement. Et ça, je dois effectivement dire que j'y tiens énormément à m'y atteler, je m'y attellerai à ce que ça soit contrôlé, parce que ce qui se passe en Guadeloupe, véritablement, on a l'impression que nous sommes dans une république encore bananière. Aujourd'hui, il y a trop de décisions, il y a trop de lois qui sont bafouées. Et je ne dirais pas que j'ai un programme, mais je veux vraiment, dans un premier temps, faire la politique autrement. Je ne me permettrai pas. Alors certains diront que, ouais, mais M. Kapal en l'eau, M. a 10 priorités, mais c'est des priorités qui ne sont pas venir de on député, il n'y a pas travaillé en député ça. Jamais je ne vais répondre à quelqu'un qui vient me poser des questions par rapport à une difficulté, une injustice, une souffrance, que ce n'est pas ma compétence, je n'ai rien à dire. Lorsque cette personne-là vous donne mission de représenter, de la représenter, il faut avis, même si ça pas y a donc décision, mais il ne faut pas au cas dire qu'il n'y a pas affaire. C'est pareil. On entend qu'on appelle un avocat, un notaire, maître intel. Lorsqu'on dit maître intel, ce n'est pas parce qu'il est aussi grand, mais c'est parce que, au-delà effectivement de l'affaire que vous donnez à ce notaire, vous mettez un peu votre vie dans sa main. Moi, j'estime que le député, c'est un peu ça. Vous donnez pouvoir, vous donnez mission à un homme de vous représenter
et qu'il est effectivement là, au-delà de ses compétences, mais il doit être en mesure de vous dire que vous crevez de la misère, café et fait bar. Ça veut dire qu'il faut interpeller quelqu'un du gouvernement. Donc c'est pour cette raison-là que je dis, la première des choses, c'est de répondre à cette souffrance qui est perpétuellement en Guadeloupe. Je me suis engagé parce que simplement j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie encore de faire davantage. Depuis plus de 15 ans, avec des amis, nous avons créé un collectif de défense. Au début, nous nous occupions seulement des affaires au niveau d'ordre foncier, mais maintenant, nous sommes là parce que les gens, au niveau de la consommation, rencontrent d'énormes difficultés. Donc, je serai là, pas simplement pour légiférer, pas simplement pour répondre à ce que fait le gouvernement, mais je serai là aussi pour être ce porte-parole, ce gardien quelque part, ce rempart, mais accompagner la population. Je prends un exemple très simple où je vais démontrer que la population mérite d'être accompagnée. On parle de la retraite, on parle des personnes âgées. La retraite minimale aujourd'hui, il est à 971 €. Macron, dans son programme pour devenir président, il a dit non, mais ce n'est pas suffisant, je vais l'augmenter à 1100 €. Aujourd'hui, nous avons des Guadeloupéens qui touchent 60 € de retraite. Alors, est-ce que c'est par méconnaissance? J'ai parcouru un peu la circonscription et j'ai découvert effectivement cette réalité des Guadeloupéens qui touchent 300 €, 400 €, 500 €. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé 41, 42 annuités, mais simplement, ils ont travaillé peut-être un certain nombre de temps, mais le gouvernement quand même a mis en place une retraite minimale. Et par conséquent, ces personnes-là qui n'ont pas travaillé suffisamment d'annuités, on aurait dû les orienter pour permettre à ces gens-là de toucher un minimum. Le minimum, c'est 971 €. Pas ni en lot guadeloupéen qui a touché ça. Alors, j'ai fait des petites analyses, j'ai été un peu ici et là, interrogé certains centres communaux d'action sociale, et nous avons effectivement trouvé une moyenne dans la circonscription, même pas de 500 et quelques euros, il me semble. Donc, je dis que, moi, député, je serai là, pas pour dire que ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma compétence, mais c'est pour véritablement être à côté de ces gens-là. Interpeller les administrations, savoir pourquoi la communication ne passe pas et pourquoi véritablement ces gens-là, ils ne sont pas respectés comme n'importe quel citoyen en France, n'importe quel citoyen lambda, et j'ai envie véritablement d'être à côté d'eux. Donc, faire respecter les lois qui sont déjà votées, ça c'est une de mes leitmotivs. Mais faire la vérité aussi, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, j'entends dire qu'on nous dit que oui, la taxe d'habitation sera supprimée. Je veux bien. C'est une bonne chose. Ça nous permettra d'avoir un peu plus d'argent dans nos porte-monnaies. Mais si on le fait, on doit bien le faire. Lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, mais on laisse la taxe foncière sur le bâti, pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a deux taxes. La taxe foncière, où ce sont les propriétaires du foncier, et la taxe d'habitation, les propriétaires des maisons ou les occupants des maisons ou les locataires. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'on enlève la taxe d'habitation, mais faut-il enlever aussi la taxe foncière sur le bâti? Lorsqu'on regarde bien, un bâti, c'est une maison. Un bâti, c'est une habitation. Donc, on ne peut pas dire qu'on enlève la taxe d'habitation et qu'on laisse la taxe foncière sur le bâti. Ça, c'est encore une fois une sorte de volte-face du gouvernement pour permettre encore de prendre sans demander et de effectivement faire en sorte à ce que les gens soient encore, ce sont toujours ceux qui en ont plus, qui auront davantage. Aujourd'hui, je dis que mon engagement, mon investissement, c'est pour me permettre d'être à côté de ces personnes-là et de les défendre jusqu'à ce que nous ayons une totalité de personnes qui respectent aussi la loi, mais qui touchent aussi leurs droits, qui ont leurs droits. Pardon. Merci. Je vais rebondir effectivement sur cette question parce que c'est vrai qu'au niveau des retraites, on travaille aussi avec l'association Unité contre la misère avec un de vos parents, monsieur Widi Kiaba, qui est le vice-président de l'association Unité contre la misère, où on côtoie beaucoup de personnes qui sont des fois en errance, qui sont dans la rue, mais il y en a aussi qui sont logées.
et qui viennent aussi récupérer un repas ou des vivres, ou on fait aussi des colis alimentaires qu'on amène chez eux. Et ils nous expliquent souvent que malheureusement, ils ont une retraite qui est tellement faible qu'ils n'arrivent pas à vivre vers le 15, ils n'ont plus d'argent pour fonctionner. Donc certains n'arrivent même pas à fonctionner, ils sont à la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait de subvenir aux charges, de payer toutes les charges. Donc effectivement on confirme tout ça. C'est vrai que les retraites sont assez faibles. Et alors autre chose maintenant, donc j'ai confirmé effectivement ce point. Alors, est-ce qu'on est dans la ville de Sainte-Rose? On a vu que vous étiez effectivement en campagne avec le maire actuel. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un soutien du maire de Sainte-Rose sur votre liste? Alors, je l'espère. J'espère que le maire trouvera effectivement raison. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai fait un exploit sans m'envoyer des fleurs. On a constaté cette multitude de candidats un peu à chaque élection. En 2017, nous étions législatives à 23. En élections municipales, on était à 9. J'ai décidé de prendre mon bateau de pèlerin et d'aller voir chaque candidat de l'opposition, chaque candidat qui avait l'ambition de faire quelque chose à Sainte-Rose. Justement pour éviter qu'on soit dans cette situation. Et je peux vous dire que c'est grâce à ma détermination, ma mobilisation, que lors des élections 2021 cantonales, eh bien, nous avons eu un seul candidat et c'est le maire de Sainte-Rose. Nous avons eu un seul candidat et c'est le premier, je pense, mandat du maire parce que c'était la première élection qu'il arrivait à gagner. Donc, voilà ce projet que nous avons commencé qui était sur deux axes. Le premier, j'ai estimé que la présidence de la communauté d'agglomération devait être tournante et que après Petit-Bourg, après Lamentin, les trois grosses communes, que ça devait être Sainte-Rose, pour qu'ensuite Goyave, Petit-Bourg ou Deyers, quel que soit dans l'ordre chronologique. J'estime que ça devait être tournant. Aujourd'hui, nous avons eu un hold-up démocratique, encore une fois, fait par M. Losbach, qui a décidé, je suis là, je dois rester parce que j'ai plus de membres au conseil communautaire. 13, alors que Sainte-Rose en a 11 et Lamentin en a 9. Aujourd'hui, Deyers en a 3, Deyers en a 2, Pointe-Noire en a 3 et Goyave en a 3 membres. Aujourd'hui, dans cette logique, eh bien, nous n'aurons jamais un président de Pointe-Noire. Jamais un président de Deyers, jamais un président de Goyave. Aujourd'hui, dans cet auspice-là, j'ai décidé de me battre et de dire que le maire de Sainte-Rose, eh bien oui, c'était son tour d'être président de la communauté. Au-delà de ça, on a effectivement constaté que depuis tantôt, Sainte-Rose n'avait jamais eu un parlementaire. On a toujours été des soutiens, toujours été des suppléants. Pointe-Noire en a eu un sénateur, Deyers a eu 2 députés, Lamentin a eu un sénateur, Petit-Bourg a eu sénateur, député et président du conseil d'État. En fin de compte, un peu tôt. Goyave en a eu, Bémaro en a eu des députés. Aujourd'hui, il n'y a que Sainte-Rose. Aujourd'hui, je ne dirais pas par respect politique, mais par souci d'équité, je disais qu'il était important qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse enfin, eh bien oui, représenter, pourquoi pas, la 3e circonscription, représenter la Guadeloupe et représenter la France. Nous sommes aussi capables de le faire. Nous avons des Saint-Rosiens qui sont valeureux. Et il n'était pas question de tirer le doigt sur moi, j'avais simplement demandé, eh bien c'était une de nos priorités. Alors aujourd'hui, je continue effectivement dans cette mission que j'avais de rassembler. J'ai créé avec d'autres amis un groupe qu'on appelle Sainte-Rose Réunie. Donc, où le maire de Sainte-Rose actuellement fait partie de cette équipe-là. Donc, malheureusement, je sais que pression a été faite pour que le maire qui a rejoint l'équipe du GUSR, pour ne pas favoriser l'élection de Kiaba, pour faire en sorte à ce que c'est la politique du copain-coquin qui prime, et que si vous n'êtes pas au GUSR, vous n'avez rien. Je dis que le vent a soufflé, mais le vent aussi est en train de tourner.
et que la population a démontré que oui, moi aussi, nous n'y m'avons a dit, et que c'est mon ça, nous n'y m'avons réveillé. Voilà dans quel esprit que je suis dans ces élections. Et au-delà d'être Mouna Salah, Mouna Melassa, Mouna Melassa, je suis venu avec le peuple, au nom du peuple et pour le peuple. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer le 11 juin. Et moi, je suis persuadé que dans la continuité de ce qui s'est passé le 10 avril, eh bien, le peuple, effectivement, s'est réveillé et le peuple va confirmer justement son réveil. Ben justement, c'était ma prochaine question, c'est de savoir dans quel parti politique qui vous soutient aussi, parce que vous avez déjà parlé du GUSR. On sait qu'aux dernières élections municipales, régionales, c'était le GUSR qui était en tête. Hein, la plupart, voire 70% des élus qui avaient été élus ou réélus faisaient partie du GUSR. Mais depuis, on a vu avec les nouvelles élections, la plupart des personnes, au contraire, fuient le GUSR. Il y a beaucoup d'élus qui se sont écartés du GUSR et même des partis du nouveau président qui est aussi l'ancien président. C'est pour savoir si vous pensez faire alliance avec le GUSR ou si vous avez un autre parti ou si vous êtes comme beaucoup maintenant sans parti politique. Effectivement, sans parti politique, oui, mais lorsqu'on a des ambitions pour aller à l'Assemblée nationale et pour être efficace, pour défendre la population, pour avoir les moyens pour poursuivre sa mission, il faut être apparenté à un groupe. Alors c'est sûr que ce n'est pas le Front National, là, parce que même si la Guadeloupe a voté à 92 000 personnes pour le Front National, nous ne sommes pas véritablement, nous ne sommes pas du tout une population, nous ne sommes pas un peuple de frontistes, un peuple extrémistes. Et nous n'encourageons pas tout ce qui se passe autour du Front National et à l'intérieur du Front National. Nous ne partageons pas les discours, les convictions de M. Le Pen qui est encore au Front National, au Rassemblement National. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire et je ne serai jamais, quelle que soit la situation, proche d'un tel parti. Maintenant, il y a aussi cette partie En Marche. Je ne serai pas En Marche. Pas du tout. Pas après véritablement de voir la manière dont nous sommes traités par le président actuel. Lorsqu'on vient effectivement ici et qu'on dit qu'on organise une rencontre sur le Sargasse et on refuse l'accès à un parlementaire, on refuse l'accès à un président du conseil départemental, on refuse l'accès à un maire de rentrer, je dis que ça c'est une insulte pour le peuple de la Guadeloupe, pas simplement pour le maire qui a été empêché, mais c'est une insulte pour la Guadeloupe. Et aujourd'hui, je dis que je ne peux pas soutenir ces personnes-là dans leur médiocrité. Et que par conséquent, oui, si j'ai une proximité par rapport à mes idées, eh bien ça va plutôt vers les Caraïbes Écologie Les Verts. Les gens qui sont en sensibilité de la nature, les gens qui veillent, les gens qui sont là, je ne dirais pas qui prêchent dans le désert, certes, mais qui ont de la conviction. Parce que lorsque nous constatons ce qui se passe dans notre petite planète, notre petite galette, on constate que la mer s'est retirée récemment à Cap-Esther. Les gens ne se sont pas posé des questions. Mais il y a des réalités et on a l'impression que c'est des petites alarmes que nous donne la planète. La mer s'est retirée aussi à Sainte-Rose, à Cluny. Personne ne s'est posé de questions. Par contre, il faut effectivement réagir, surtout par les politiques, pour dire, moi, il y a eu l'inondation, je vais chercher, je vais faire en sorte à ce que la Guadeloupe soit reconnue comme département catastrophe naturelle. Donc, je dis qu'il faut certes répondre à ces demandes. Oui, il faut effectivement classer la Guadeloupe en zone de catastrophe naturelle, ce qui s'est passé. Par contre, je dis qu'il faut aussi commencer à avoir un sursaut planétaire, un sursaut environnemental sur ce qui se passe. À avoir des opinions, sur la pollution que nous avons tantôt. Avoir des opinions sur la déforestation. Avoir des opinions sur le schéma d'aménagement régional qui effectivement est mis en place par le conseil régional. Donc aujourd'hui, s'il y a une proximité où je suis fier, c'est avec Caraïbes Écologie Les Verts. Et je pense que je serai plus fier, assez fier, effectivement, d'être avec ces hommes-là, entendu que moi, je suis un et je garderai toujours mon autonomie, mon indépendance par rapport au pays, par rapport à ici et par rapport à ce que je vis.
Alors, on sait qu'il y a toujours politique, hein. On sait que Sainte-Rose faisait partie des républiques, hein, si ce n'est parmi les dernières républiques, l'avant-dernière république, à pouvoir être désenclavée par le GIGN, pourtant, qui était venu sur place juste avant Perrin. Donc du coup, il y a beaucoup de jeunes, surtout, beaucoup de personnes, même beaucoup de jeunes qui pouvaient effectivement faire face et dire on en a marre de ce système, on en a marre qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il y ait chlordécone, qu'il y ait tous les problèmes sociétals que renferme la Guadeloupe et il n'y a pas de travail surtout. Donc on bloque. Quitte à nous mettre en prison si vous voulez, mais on bloque. Ce qui veut dire que les jeunes sont révoltés, la population est révoltée. Qu'avez-vous prévu effectivement à mettre en place pour ces jeunes effectivement qui sont prêts à tout pour se faire entendre et se faire respecter? Dans un premier temps, il faut croire en eux, que la Guadeloupe de demain, c'est eux. Et je pense qu'il est important que ces jeunes-là comprennent que c'est eux la Guadeloupe. Maintenant, il faut véritablement qu'il y ait équitabilité. Il faut effectivement que ces jeunes-là comprennent le fonctionnement de cette société que nous sommes dedans, que nous faisons. Aujourd'hui, je dis que à travers ce cri d'alarme, à travers ce qui s'est passé très récemment, nous sommes en situation de souffrance. Nous sommes véritablement en situation de difficulté. Dans un premier temps, contrairement à certains élus, moi, député, je ne vais pas mettre des permanences qui vont prendre des toiles d'araignée, de la poussière, sans que personne n'y pénètre et sans que personne ne vienne faire pondre des projets ou alors dire leur souffrance. Non, je vais travailler avec des associations montées par ces jeunes-là pour faire en sorte à ce qu'on réponde à leurs aspirations. Oui, il y a des fonds qui sont mis en place. Ces fonds-là, au lieu de les transmettre à des amis, des copains, coquins, je vais effectivement le mettre à destination de ces jeunes-là que je vais demander à faire juste, sans pour cela les contrôler, mais à faire des petits points avec eux, des accords pour faire des réunions thématiques sur ce qui se passe au moins une fois par mois. Voilà ce que je voudrais faire avec ces jeunes-là. Pas pour faire pour eux, mais pour les accompagner. Je suis très bien passé dans ce domaine-là parce que lors des événements de la Boucan, j'ai eu à rencontrer le préfet, j'ai eu à rencontrer le président de l'association des maires. Et comme certains presque le disaient, ouais, qu'il y a là, ils vont pas que j'ai un petit bout qui a filmé ce pont-là, qu'ils n'ont pas fait rien. Lorsque j'ai été avec ces personnes-là, et ils ont demandé moi-même, qu'il y a pour nous faire, on vient travailler avec nous, qui c'est? Moi, je dis, oh non. Ces leaders à ces jeunes-là, ils ont dit que c'est des drogués, mais nous avons dit un problème, ils ont revendiqué un problème qui est juste. Donc, par conséquent, ils ont occupé d'eux. Et c'est comme ça que j'ai exigé que 11 jeunes soient embauchés à l'ONF pour 5 ans au départ et à durée indéterminée. Aujourd'hui, je suis fier de voir ces jeunes-là. Ils sont là à mes côtés. Ils sont là pour dire qu'ils sont témoins véritablement. Lorsqu'on leur donne leurs possibilités, leurs chances, ils savent saisir leurs chances. Voilà ce que j'ai envie, quel parcours que j'ai envie pour notre jeunesse. Voilà ce que j'ai envie de faire et voilà ce que je ferai lorsque je serai député. Alors, pour rebondir effectivement sur l'ONF, on a vu aussi que vous menez pas mal de combats pour que les gens puissent retrouver leurs terres. On vous a vu dans des combats, pas seulement sur ce canton, mais même ailleurs, Saint-François, Port-Louis et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les personnes qui veulent récupérer effectivement leur terrain? De se mettre ensemble. Aujourd'hui, j'ai la présentation de mon projet politique. Et les premières personnes qui sont arrivées, c'est des gens du Môle qui ont des problèmes autour de l'usine d'Amoiseau et qu'aujourd'hui, on s'est battu pour que ces gens-là aient leur titre de propriété alors que ces personnes étaient sous des coups d'expulsion, d'être expulsées. Voilà ce combat que je mène pour justement la régularisation foncière de la population. Et il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de circonscription avec nous. Nous travaillons avec quelle que soit la personne qui est en situation de souffrance, en situation d'injustice. Nous sommes aux côtés de la population de notre Guadeloupe. Voilà ce que je me bats et ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie encore d'aller plus loin. J'ai envie véritablement encore de régler les problèmes parce que lorsque j'entends à Sainte-Rose, par exemple, 80% de personnes ne sont pas propriétaires d'un titre de propriété. Je dis que ça... c'est pas normal. J'imagine que ces personnes-là, qui disparaissent à un moment, ils laissent des parents, effectivement, des familles divisées. Et je peux vous dire que continuellement, c'est la situation dont nous nous trouvons. Voilà ce que j'ai envie de faire et voilà ce que je ferai. Alors, la dernière partie, c'est que vous allez nous donner effectivement un mot
un mot effectivement de soutien pour le premier thème qui est le personnel soignant suspendu. Et un deuxième pour les familles des grands frères ou les grands frères aussi. Et un troisième, pourquoi clôturer sur pourquoi voter pour vous, pour votre liste, hein, Hubert Kiaba et votre suppléant avec votre suppléant Kenzie Jacobson. Oui, Kenzie Jacobson, peut-être que j'ai pas assez parlé de lui parce que c'est un jeune qui a beaucoup d'envie, hein, et qui a 22 ans et qui mieux que lui peut parler de la difficulté de la jeunesse. Il est en situation de handicap depuis effectivement ses jeunes âges, et aujourd'hui il a envie de faire malgré sa situation. Aujourd'hui il me donne l'envie, il me donne l'espoir, il me donne la force d'aller encore plus loin. Et nous avons en commun l'injustice, il déteste l'injustice. Et malgré, il a envie de faire, il a des projets. Kenzie, depuis sa tendre enfance, il me disait, depuis son enfance, il me disait, Monsieur Kiaba, j'étais en maternelle, je me rappelle, j'avais des difficultés pour utiliser mes doigts. Ils m'ont promis un ordinateur pour me permettre d'être comme les autres. Eh bien, j'ai 22 ans aujourd'hui, j'attends toujours cet ordinateur. Aujourd'hui, j'ai envie véritablement que ce jeune-là soit à mes côtés. J'ai envie véritablement que la loi soit respectée dans les collectivités qui sont censées donner l'exemple. Alors, aux soignants, je leur dis que bon, ne l'en met pas loin. Parce que la mobilisation est encore toujours là et que les gens y croient. Et je pense que c'est important, effectivement, d'être debout et d'être toujours vertical. La deuxième chose pour les grands frères, et comme je l'ai dit déjà, la vérité est toujours qu'à monter en l'escalier, alors que le mensonge, eh bien, il qu'à prendre ascenseur. Mais l'escalier ou ascenseur, eh bien, ça se sera toujours. Et oui, je voudrais que la troisième circonscription adhère à ce projet que j'ai. Je voudrais véritablement qu'on continue. Je voudrais pas simplement qu'on me donne un chèque en blanc, je voudrais simplement qu'on regarde mon bilan. Je ne suis pas député, mais j'ai un bilan, ce que j'ai déjà fait, ce que je fais. Et incontestablement, ces personnes de la troisième circonscription comprendront ce que je ferai. Voilà ce que j'ai envie. J'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de poursuivre. Et je dis que pour faire tout cela, il faut avoir l'amour de l'autre, l'amour de ses frères, l'amour des gens. Et ce que j'ai envie simplement de le partager avec la troisième circonscription, partager avec la Guadeloupe, et j'ai envie d'aller plus loin. Voilà mes derniers mots, et voilà ce que j'ai envie pour cette Guadeloupe et cette troisième circonscription. Merci à vous de nous avoir reçus, Monsieur Kiaba. On vous souhaite effectivement tout le courage et le bon résultat. Et on va vous suivre. On viendra aussi demain pour votre conférence de presse. Merci.